Merci beaucoup. Bonjour à tous, je m'appelle Maximilien Naveau et voici Ewen Dantec. Et nous allons vous parler aujourd'hui de robots humanoïdes dans le cadre d'outils mobiles polyvalents et pour l'industrie du futur. Donc en gros, à chaque fois que j'ai une interaction avec des professionnels de la robotique ou autres, on me dit mais à quoi ça sert un robot humanoïde? En fait, un robot humanoïde à l'heure actuelle, c'est surtout un objet de recherche. Et c'est surtout un objet qui va nous permettre de définir des algorithmes et des principes de fonctionnement pour les robots, et notamment pour les robots mobiles et à pattes. Donc vous voyez la première vidéo, c'est une vidéo de Stretch de Boston Dynamics. Et au tout début de la vidéo, vous avez vu avec son outil et il tournait autour de l'outil. Donc ça, c'est un algorithme qu'on appelle un algorithme de génération de mouvement corps complet, qui permet en fait de générer à la fois un mouvement de l'ensemble du corps et en même temps une façon précise de placer un de ces points du robot. Au milieu, vous avez un quadrupède, donc ça va être un robot qui va être utilisé pour faire de l'analyse d'usine, du repérage, etc. Et en fait, la robotique humanoïde, c'est de la robotique à pattes, donc ça permet aussi d'améliorer la locomotion de ce genre de robot. Et ça permet aussi, notamment, vous voyez Atlas, qui est assez célèbre de Boston Dynamics, et ça fait plus tard dans le futur, on aimerait bien avoir un ouvrier un peu multimodal pour aller dans les zones dangereuses, pour aller faire dans les endroits où les humains ne sont pas faits pour aller. Et donc ça permet à la fois d'utiliser des méthodes pour manipuler et pour se mouvoir, qui en fait, si on inverse juste les forces, en fait, ça fait les deux problèmes à la fois. Je vais vous parler aussi de Dynamograd. Donc mon collègue et moi-même, on fait partie de ce laboratoire commun qui est entre le LAS et Toward. Alors, petite parenthèse, Toward, en fait, c'est une sorte de filière de PAL Robotics qui est basée en Espagne, qui est dirigée par Francesco Ferro, et qui, en fait, design des robots à pattes et toutes sortes de robots industriels. Et donc, dans ce laboratoire commun, notre rôle, ça va être de travailler sur ces robots à pattes et de les rendre autonomes dans des environnements dynamiques. Qu'est-ce que j'appelle environnement dynamique? Ça va être un environnement où c'est pas forcément industriel. Il peut y avoir des variables comme dans une maison, par exemple, où il y aura, ou même dans la rue, et ça peut aller dans des environnements très très variés. Et donc l'idée, c'est comment on fait pour essayer de prédire ce qui va arriver dans l'environnement, comment on fait pour essayer de gérer les perturbations extérieures, etc., sur les robots humanoïdes et sur les robots en général. Voilà. Donc le dernier né de la compagnie PAL Robotics, il s'appelle Kangaroo, et donc c'est aussi un robot à pattes, un robot bipède en l'occurrence. Il est, vous voyez, donc dans la vidéo tout en bas à droite, le robot a fait un saut de 10 cm. Alors je suis désolé, j'ai essayé d'en avoir une vidéo en temps réel. Ce n'est qu'un ralenti, donc c'est un peu moins impressionnant que sur le vrai robot. Mais ce robot-là, il est designé justement pour faire du parcours. Il a des jambes très légères et il a une cinématique assez intéressante au niveau des jambes. Ce qui fait qu'on va pouvoir vraiment le faire courir, le faire sauter, etc. Et c'est dans le cadre du laboratoire commun Dynamograd qu'on va faire ces choses-là. Et donc voilà, très excité de travailler là-dessus plus tard. Ok, donc maintenant je vais vous parler un peu plus technique. La formulation du problème, c'est celui-là. On a un robot, on a un environnement dans lequel on peut évoluer. On va aller là où on veut aller tout droit. On lui dit j'ai une manette, vas-y fonce tout droit. Ah, il y a des marches, deal with it, je veux que tu marches dessus. Donc comment on fait? On utilise des principes de contrôle prédictif. Donc ces contrôles prédictifs, c'est de dire ok, j'ai une trajectoire dans le futur. Et j'optimise un coût. Donc je voudrais que tu consommes pas toute ta batterie quand tu arrives là-haut, s'il te plaît. Et je voudrais que tu n'y arrives pas en 3 quarts d'heure, mais en 10 minutes, ce serait bien. On a tout un tas de contraintes du style te casse pas toi-même, tu démarres à un certain endroit dans la pièce, donc sache-le. Et tu as une sorte de modèle d'évolution de toi-même que tu peux intégrer pour savoir quel sera ton futur à court terme. Par exemple, pour la moto, ça va être je veux rester sur la route, ça me paraît relativement simple comme contrainte. Donc on a un modèle mathématique, super, hop, on résout ça, et en fait on a une petite trajectoire en verse comme ça qui va en fait prédire le futur du robot, et en fait on va commencer à la suivre. Et donc la trajectoire en bleu, c'est on a suivi la trajectoire en vert,
mais ça marche pas. Ça marche pas, pourquoi? Parce que le modèle, il n'est pas tout à fait vrai, on a des incohérences, la simulation n'est pas parfaite, etc., etc. Donc on va commencer à suivre la trajectoire en verte, et en fait on va s'arrêter à un moment donné de la suivre, on va replanifier, et on va resuivre une nouvelle trajectoire. Et ça, ça va nous permettre en fait d'arriver à notre but de façon simple, de façon efficace. Donc pour la robotique humanoïde au sein de Dynamograd, on a essayé d'utiliser le robot Talos et on a essayé de lui faire monter les marches. Donc pour ça, on a tout un pipeline un peu particulier où en fait on a donc le robot, il doit aller voir les marches, il a un estimateur et un lidar, c'est-à-dire un capteur qui peut faire des nuages de points. Grâce à ces nuages de points, on a un système de perception qui veut lui dire en fait où est-ce que tu peux marcher devant toi. Donc il va pouvoir essayer d'analyser, vous voyez, les blocs en vert, bleu et violet. Et ensuite, on a un planeur de contact qui va dire en fait, je peux mettre mes pas là et je peux les suivre. Et enfin, on a le fameux contrôleur prédictif qui arrive ici, qui va dire je veux définir une trajectoire centroïdale. Alors centroïdale, ça veut dire quoi? Ça veut dire centre de masse, en gros. Et on dit, on simplifie notre robot comme étant un point qui a une certaine masse, et on la fait évoluer dans l'espace, et on prédit son comportement, ce qui permet de grandement simplifier les calculs. Et après, une fois qu'on a cette trajectoire, on utilise une inverse dynamique. C'est une façon de calculer l'ensemble des moteurs de façon à suivre cette trajectoire centroïdale. Et donc, je peux contrôler mes 31 moteurs sur mon robot. Donc voilà ce que ça donne. Est-ce que ça va? Oui, ça se lance automatiquement, super. J'ai mon robot qui va en fait... donc ici, on avait mis des obstacles. Hein, les carrés noirs, c'était des obstacles au sol. Alors vous voyez que la sécurité du robot derrière, elle roule dessus. C'est pour ça qu'on les a enlevés au moment où on a commencé l'exécution. Mais on les voit sur le nuage de points à droite, en fait, coloré. On voit bien les blocs qu'a détectés. Et le robot est capable de planifier en fait, autour des obstacles et de générer ces mouvements. Autre chose qu'on a essayé de faire, c'est le fameux montage d'escalier. Donc là, on lui dit... je veux aller là, ça correspond à peu près à 3-4 mètres devant lui. Et 3-4 mètres devant lui, il y a des escaliers. Donc il va les voir et il va essayer de replanifier à chaque pas, en fonction de ce qu'il a vu, son mouvement. Et donc il est capable en fait de gérer le fait qu'il y a des choses devant lui. Et tout ça en ligne et en prédisant son futur et en gérant son équilibre. Je vais passer la parole à mon collègue. 1, 2, 1, 2. Donc, il y a une autre façon de faire les choses qui est un peu plus avancée. C'est de considérer non pas un contrôleur centroïdal prédictif qui va traiter avec un modèle simplifié du robot, mais un contrôleur prédictif corps complet, c'est-à-dire qui va, sur un horizon temporel de 1 à 2 secondes, typiquement, prédire la dynamique complète du robot. Alors ça a plusieurs avantages. Le premier avantage qu'on peut identifier, c'est que ça va simplifier l'architecture de contrôle en fusionnant 2 blocs, typiquement. Le bloc de contrôle d'inverse dynamique et le bloc de contrôleur centroïdal prédictif. Un autre avantage, ça va être que l'architecture résultante va être plus générique et notamment va permettre de réaliser des mouvements de locomanipulation plus facilement. Et enfin, il est beaucoup plus facile avec ce type d'architecture de fermer la boucle au niveau du contrôleur centroïdal prédictif, donc au niveau du nouveau contrôleur corps complet. Et cette fermeture de boucle va faire que la nouvelle architecture est beaucoup plus réactive et résiliente. Typiquement, on va pouvoir bousculer plus facilement le robot et il va replanifier immédiatement son mouvement, l'intégralité de son mouvement, puisque toute sa dynamique va être prédite sur l'horizon à une fréquence d'environ une centaine de Hertz pour des mouvements typiques de locomotion. Donc, comment est-ce que ce corps complet est réalisé? Alors, au LAS CNRS, ce qu'on utilise, c'est 2 bibliothèques de calcul principales. La première, c'est Pinocchio, qui va nous permettre de calculer la cinématique et la dynamique du robot, de son mouvement, ainsi que ses dérivés. La seconde, c'est Crocodile, qui va nous permettre de calculer un algorithme de Differential Dynamic Programming, qui est un algorithme d'optimisation au second ordre, pour produire un mouvement optimal corps complet en très très peu de temps, typiquement une dizaine de millisecondes, ce qui est relativement rapide pour un robot qui peut avoir jusqu'à 30 degrés de liberté quand on fait de la locomanipulation.
Donc, le principe du differential dynamic programming, très simplement, très schématiquement, il procède en 2 temps. Le premier temps, c'est une passe arrière. On va donner à l'algorithme une trajectoire initiale, une sorte de guess sur la trajectoire solution. Et en partant de la fin de l'horizon, on va calculer un set de dérivés à chaque point de discrétisation. Et ce set de dérivés, en fait, va nous donner une politique optimale locale qu'on va suivre dans un second temps, dans une forward pass. On va, en partant du début de l'horizon jusqu'à la fin, appliquer la politique optimale locale pour sortir une solution finale. Donc l'avantage de cet algorithme-là, c'est qu'en effet, il est assez rapide, puisque bon, c'est une linéarisation à l'ordre 2 du problème. Donc il va générer très rapidement de bonnes solutions. Le problème étant que, pour le moment, c'est un algorithme qui est très sensible aux minimums locaux, donc qui a très peu de capacité d'exploration. Donc il y a une réflexion à avoir sur la combinaison de ce type d'algorithme avec des méthodes d'apprentissage profond pour permettre typiquement d'initialiser l'algorithme dans le bon bassin de convergence. Donc les premiers résultats qu'on a obtenus avec ce type d'algorithme-là, en fait c'est des résultats de récupération d'équilibre après poussée. Donc on lance le robot et on lui donne absolument aucune instruction, mis à part un enchaînement de contacts gauche-droite, gauche-droite. Et avec ça, en fait, on est capable de pousser le robot tout simplement, et il va récupérer son équilibre grâce aux contraintes de force qu'on va mettre dans l'optimisateur. Et donc on obtient un contrôle relativement réactif et flexible à très très bas coût. C'est-à-dire que l'optimisation de ce genre d'algorithme est relativement facile à faire. On lance ça sur le robot et il y a un seul bloc qui prend en compte l'intégralité de la dynamique du robot. Ce qui fait qu'il y a assez peu de tuning à faire pour connecter chaque bloc d'optimisation entre eux. Ok, je vais conclure cette présentation ici. Donc en gros, les résultats qu'on vous a montrés, ils sont classés en 2 catégories. Les résultats avec les modèles simplifiés, qui permettent notamment au robot à pattes de se mouvoir sur sol plat à cause de la simplification du modèle. Donc on limite les mouvements du robot. Par contre, tous ces calculs sont embarquables sur le robot. Donc si vous voulez envoyer un robot sur la Lune, pas de souci. Par contre, les méthodes de corps complet, elles sont super, elles peuvent générer des mouvements beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus précis, beaucoup plus sympathiques. Par contre, elles ne sont pas encore assez matures et doivent être actuellement mises sur un serveur de calcul à part. Et on envoie en fait via Ethernet les commandes au robot directement. Donc il nous faut encore un serveur de calcul pour le deuxième cas. Et pour des observations un peu générales de la robotique, en particulier la robotique à pattes, je dirais que le problème de la locomotion en environnement complexe, il n'est pas encore tout à fait résolu. On a encore des soucis de perception, on a encore des soucis d'estimation, de génération de mouvement, d'embarquabilité. Et je pense qu'il est nécessaire d'associer les chercheurs et les industriels pour résoudre ces problèmes. Et donc on a tout un tas d'outils administratifs pour faire ça, notamment les laboratoires communs comme Dynamograd auxquels on participe, ou les projets européens comme MEMO, Agimus, etc. et autres structures administratives disponibles en général. Merci à vous.